Merci à tous les trois pour l'introduction et pour les deux premières interventions. Je m'appelle Bassam Assé, je suis membre de la Fondation Jean Jaurès. Je travaille sur un certain nombre de sujets, notamment liés à l'efficacité de l'action publique. Je suis aussi élu local. Je suis premier adjoint de la maire de Nantes, mais évidemment, ici, je m'exprime en mon nom propre. Et vous allez vite comprendre pourquoi je m'exprime en mon nom propre. Non pas que qui que ce soit ne me soutienne pas sur le sujet, mais simplement parce que le sujet me concerne en premier lieu et je vais vous dire d'où je parle. Alors quelqu'un tout à l'heure disait je ne suis pas spécialiste des migrations. Moi non plus en fait, je ne suis pas spécialiste des migrations, par contre je suis un peu pratiquant de migration d'une part et d'intégration. Pour vous dire d'où je parle, moi je suis d'origine libanaise, mes parents, d'ailleurs il y a ma mère qui essaye de m'appeler. C'est normal, c'est une mer méditerranéenne, c'est normal. Mes parents, eux, sont originaires de Syrie. Les deux sont nés en Syrie. Les deux sont arrivés à Beyrouth pour faire leurs études en 1969. Moi, je suis né en 1974. Eux ne sont jamais retournés en Syrie. En tout cas, mon père n'est jamais retourné en Syrie, ne m'ont jamais enregistré en Syrie. Et au Liban, on ne peut pas avoir la nationalité la nationalité libanaise, si on n'est pas de parents libanais, puisque s'applique le droit du sang. Et donc, du 19 novembre 1974 jusqu'en 1982, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, j'étais ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de sans-papier, apatride, enfin on l'appelle comme on veut. Je ne le savais pas évidemment à l'époque, mais je me rappelle très bien de la joie de mes parents et moi aussi, de la mienne, quand on est allé en 1982 au palais présidentiel à Babda, au Liban, pour récupérer le décret présidentiel, que seul le président peut vous donner le décret présidentiel. Il le fait très peu, au Liban en l'occurrence. Et donc on était parmi les quelques dizaines de familles qui ont pu obtenir la nationalité libanaise. Donc je suis passé de statut d'apatride, on va dire, au statut de citoyen libanais, de parents syriens pendant la guerre civile avec la guerre avec la Syrie. Donc vous imaginez le contexte et l'environnement dans lequel je suis né. Et donc aussi d'une famille à moitié musulmane sunnite, à moitié chrétienne orthodoxe, donc là aussi, contexte un peu particulier. Je vous dis tout ça pour vous dire que je suis un peu pratiquant de la chose et donc la question de l'intégration m'a toujours intéressé, à la fois là-bas, mais aussi ici, puisque je suis arrivé en France en 1990, à la toute fin de la guerre civile libanaise. On ne savait pas à l'époque qu'elle était finie, mais en l'occurrence, elle était finie. Et donc on est arrivé en France et comme toute personne qui naît dans un pays en guerre, on s'intéresse à la politique quand on est dans un pays en guerre, mais on s'intéresse aussi à la politique quand on arrive dans un pays qui n'est pas en guerre. Et donc, je me suis aussi intéressé à la politique dans notre pays, ici en France, de cette époque-là. Et j'ai fini par m'engager en politique au bout de plus de 20 ans de vie en France, où j'ai adhéré au Parti socialiste. Et je me suis retrouvé sur une liste pour les municipales. Et quelques années plus tard, donc depuis 2020, je suis premier adjoint de la ville de Nantes. Donc tout ça pour vous dire d'où je parle. Et donc ça va vous aider probablement à comprendre pourquoi je vais vous dire ce que je vous dis. Et donc évidemment, quelqu'un qui a ce parcours et quelqu'un qui est immigré, parce que je pense que les mots sont importants. Aujourd'hui, on parle d'exilés, on parle de personnes en situation d'exil, on parle de migrants, on parle de plein de mots, mais en fait, moi, quand je suis arrivé dans ce pays, j'étais immigré. Pendant quelques années, j'étais même étranger. Et puis en 94, j'ai eu la nationalité française, et donc je suis un Français immigré. Mes enfants sont issus d'un père immigré. Et donc, c'est pas grave, hein, personne n'est mort de ça. Évidemment, parfois, ça peut être compliqué parce qu'il y a du racisme, ça existe. Parce qu'il y a des discriminations, ça existe. Mais notre vie dans ce pays ne se résume pas à ça. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y a quand même quelques éléments qui peuvent nous inquiéter, nous tous collectivement, a fortiori ici, vous qui êtes membre de la LICRA, a fortiori aussi moi qui ai cette histoire en particulier, c'est lorsqu'on se rend compte que dans les préoccupations de nos concitoyens, eh bien, régulièrement, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, 4 thématiques viennent systématiquement comme étant les 4 préoccupations principales de nos concitoyens. Le pouvoir d'achat, le système de santé, en particulier depuis le Covid, la sécurité des personnes et des biens et l'immigration. C'était le cas en 22 quand l'élection est arrivée, c'était le cas à nouveau en 24 quand l'élection est arrivée, les 2 élections de cet été. Ça l'est encore aujourd'hui, puisque je regardais tout à l'heure pour vérifier si ça n'avait pas bougé, en me disant peut-être que ça a bougé, pour rester optimiste. En fait, non, ça n'a pas bougé. Le sondage d'Ouest France IFOP qui est sorti il y a quelques jours met ces 4-là en premier. Et c'est un problème. C'est un problème parce que quand nos compatriotes
sont prêts à voter et mettre en tête le Rassemblement national, eh bien, on se retrouve dans la situation où nous tous, ici, qui sommes à la fois antiracistes, à la fois favorables à l'accueil des personnes qui arrivent dans ce pays de manière digne, mais aussi favorables à leur intégration dans le corps de citoyens, puisque la France est une nation civique, j'y reviendrai un peu plus tard, eh bien, évidemment, ça nous inquiète que le Rassemblement national arrive premier parce qu'il surfe sur ces 4 ou 5 préoccupations qui sont majoritaires chez nos compatriotes. Alors, pourquoi ça nous gêne? Parce que parfois, certains peuvent vous dire, peut-être que vous entendez autour de vous, oui, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'est plus le même que celui de Jean-Marie Le Pen. Elle s'est gauchisée ou elle s'est je ne sais quoi, elle a arrondi les angles, elle s'est dédiabolisée. Ok, si on veut, pas de problème. Mais il n'en reste pas moins qu'au moment où on arrive à une élection aussi importante que celle de l'été dernier, où ils ont failli potentiellement rentrer à Matignon, eh ben, ils sont tellement énervés, tellement excités qu'ils vendent la mèche. Et quand Sébastien Chenu vend la mèche sur la question d'une forme de double citoyenneté, c'est-à-dire ceux qui sont autorisés à aller dans certains milieux et ceux qui ne sont pas autorisés à aller dans certains milieux professionnels s'entend, bah en fait, on est dans une logique qui est anti-républicaine au sens strict du terme, puisque cette République a été fondée sur la base de l'héritage de la Révolution française, en considérant que nous sommes une nation de citoyens. Donc que nous sommes, une fois qu'on est français, une fois qu'on a la nationalité française, eh ben, on est citoyens de cette République, citoyens au même titre les uns que les autres, qu'on soit français depuis hier ou français depuis plusieurs millénaires. Je me rends compte que ça fait une rime, donc c'est pas mal, je vais la ressortir. Que l'on soit français d'hier ou français depuis plusieurs millénaires, eh ben, on est citoyen. Alors oui, peut-être que moi, je ne vais pas me souvenir de la Première Guerre mondiale comme certains d'entre vous peuvent s'en souvenir du fait de leurs grands-parents. Néanmoins, eh ben, j'adhère aussi à ce socle historique et j'adhère aussi à ces principes qui font la République française aujourd'hui. Et pourquoi? Simplement parce que alors, je prends mon cas parce que je ne veux pas généraliser, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, mais il y a des cas où l'intégration fonctionne parfaitement. Et je pense même qu'ils sont majoritaires, ces cas-là. Sauf qu'on les voit un peu moins à la télé, c'est normal. Les gens préfèrent quand les trains arrivent en retard que quand les trains arrivent à l'heure. Parfois même les trains arrivent en avance d'ailleurs. Mais voilà, il n'en reste pas moins qu'on est dans une situation où la question de l'intégration doit être remise en avant, de manière à pouvoir répondre à l'inquiétude, alors qu'elle soit à tort ou à raison. Je ne veux pas le juger, je ne veux pas faire un jugement moral, mais quand nos concitoyens mettent l'immigration parmi les 4 sujets de préoccupation et qui conduisent à la quasi-élection de Bardella ou de Le Pen à la tête de ce pays, eh ben, il faut s'occuper de cette question. Et pour moi, s'occuper de cette question, c'est s'assurer que les immigrés qui arrivent sont intégrés, deviennent des citoyens comme les autres, et que potentiellement, sur le papier au moins, eh ben, chaque personne qui arrive et qui souhaite rester ici, si elle s'intègre et si elle s'intègre dans ce corpus qu'on appelle la nation des citoyens, eh ben welcome, elle devient française et ça fonctionne parfaitement. Mais encore faut-il que les moyens soient mis en œuvre pour que cette intégration fonctionne. Et l'intégration, c'est un effort des 2 côtés. Par exemple, et ça c'est des éléments qu'on évoque à la fin de la note avec Daniel, par exemple, quand et vous l'avez évoqué sur le fameux milliard qui est investi, parce que c'est un investissement, quand on voit qu'en Allemagne, beaucoup plus d'argent est mis sur l'apprentissage de la langue. Et en fait, la langue, ça ne s'apprend pas, ça ne tombe pas du ciel. Hein, c'est pas un truc, c'est pas le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut pouvoir l'apprendre. Et on ne l'apprend pas tout seul, même si Duolingo peut aider sur le téléphone, mais ça ne s'apprend pas tout seul quand même. Donc il faut de l'argent pour payer des vrais enseignants qui viennent apprendre aux personnes qui arrivent la vraie langue française pour qu'ils puissent s'en servir dans leur interaction avec leurs voisins, dans leur interaction avec l'administration publique, avec les associations qui leur permettent aussi de créer du lien, avec les écoles de leurs enfants pour que leurs enfants puissent aussi bien se débrouiller à l'école, et aussi évidemment dans le monde du travail. Et ça, on ne peut pas compter seulement sur les anciens de l'éducation nationale qui sont des militants dans l'âme et qui continuent à apprendre de manière bénévole la langue française à ceux qui arrivent. Pour ça, il faut un service public qui permette d'apprendre la langue à toutes celles et tous ceux qui arrivent dans ce pays. C'est absolument nécessaire. On le fait pour toutes celles et ceux qui naissent ici et pour qui on investit en investissant dans les écoles. Quand on est élu municipal, on prend des décisions quotidiennement de construire des écoles. Quand on a la chance d'être dans une commune où le nombre d'enfants augmente. Eh ben, ça, c'est un investissement. L'éducation nationale, elle, investit en payant les salaires de ces enseignants qui vont venir instruire les petits qui vont à l'école. Eh ben, il faut faire la même chose avec ceux qui arrivent. À partir du moment où on leur donne les moyens pour apprendre, je suis persuadé qu'une majorité, extrême majorité d'entre eux, voudront apprendre parce qu'en fait, c'est ce qui leur permettra de bien vivre au quotidien, dans l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit une ville ou un village ou une ville de taille moyenne, ou dans le monde du travail dans lequel ils s'intègrent.
Donc un exemple important, extrêmement important des leviers qu'il faut qu'on utilise, nous collectivement, et la puissance publique en particulier, parce qu'on reste un État qui est fort et dont la puissance publique a un rôle important à jouer. Deuxième élément qui est important aussi, et Daniel insiste dessus énormément, c'est la question de la formation professionnelle. Quand des personnes arrivent d'un autre pays, d'un autre continent, d'un autre type de société ou type d'économie, je parle en termes de société industrialisée ou pas industrialisée, ben évidemment, vous avez des métiers qui sont différents de là d'où ils viennent. Donc il faut qu'ils puissent s'adapter à ces métiers, parce qu'il y a besoin de bras, il y a besoin de cerveau, il y a besoin de mains, d'yeux, de langue, pour pouvoir faire le travail qui est attendu. Mais ça ne va pas venir tout seul. Vous ne devenez pas, moi dans la région où j'habite, on manque de soudeurs. On a besoin de beaucoup de soudeurs. Les soudeurs sont plutôt bien payés, parce que dans l'industrie, quand on fabrique des avions, quand on fabrique des bateaux, ben, il y a besoin de soudeurs. Et donc du coup, toutes les autres industries qui ont aussi besoin de soudeurs, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont du mal à trouver des soudeurs, donc elles font de la formation professionnelle pour pouvoir en trouver, pour fabriquer des cuisines par exemple. Vraiment très métier, même métier, mais pour deux secteurs industriels très différents. Et ben, il faut pouvoir financer de manière conséquente cette formation professionnelle. Alors l'État le fait, hein, je ne dis pas qu'il ne le fait pas. On n'est pas dans une logique tout noir ou tout blanc ou 0 et 1, ce n'est pas l'idée. Mais il faut faire plus sur la question de la formation professionnelle, de manière à ce que ceux qui arrivent avec une formation, avec des compétences, et qu'ils puissent rentrer dans le marché du travail à armes égales, entre guillemets, puisqu'on parle d'un marché du travail. Eh bien, il y a aussi un élément qu'il faut garder à l'esprit, et là je le dis en particulier pour mes amis de gauche, et donc tu l'as évoqué, la question des salaires. On ne peut pas considérer qu'il y a des métiers en tension sans oublier que dans une économie de marché comme celle dans laquelle on vit, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est celle dans laquelle on vit, eh bien, quand il y a une tension dans le marché du travail sur certains métiers, certaines caractéristiques, compétences, etc., eh bien, il y a un marché, c'est une histoire d'offre et de demande où il y a de fixation de prix. Normalement, sur un marché où il n'y a pas suffisamment de soudeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on augmente un peu les salaires des soudeurs, de manière à pouvoir en attirer plus, de manière à ce que quelqu'un qui est aujourd'hui en troisième ou en seconde se dise « Ah bah tiens, je vais peut-être faire soudeur ». Parce que ça paye bien, etc. Même chose pour plombier, même chose pour avocat en propriété intellectuelle. Je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, quel que soit le secteur d'activité. Et donc, par conséquent, l'État doit aussi veiller à ne pas juste faire une fleur aux employeurs en leur disant « Ah bah tiens, vous avez des salariés qui vont arriver chez vous, en plus ils viennent d'arriver, ils ne parlent pas bien français, donc du coup vous allez pouvoir les payer moins. » Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Moi, je ne peux pas imaginer qu'en France, on puisse, nous, quand je dis nous, la puissance publique, puisse s'appuyer sur un flux entrant d'hommes et de femmes avec des compétences moindres sur un même marché du travail, puisse se retrouver à être moins bien payés juste parce qu'ils viennent d'arriver, donc du coup, c'est pas grave, on va moins bien les payer. C'est inadmissible. C'est pas possible, en fait. Ça rentre pas dans mon raisonnement, et ça devrait pas rentrer dans un logiciel de gauche, en tout cas. Je n'ai pas vérifié combien de temps il me reste, mais 3 minutes. 3 minutes, ça c'est pas mal. 3 minutes. Donc tout ça pour dire. Urbains, si vous voulez les aborder. Tout ça pour dire qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un souhaite exercer le pouvoir, il doit se préparer à planifier. C'est le minimum à faire. Alors, je ne parle pas d'une planification décennale comme ça pouvait se faire pendant le XXe siècle dans une partie de l'Europe, ou quinquennale. Je ne parle pas de planification nécessairement quinquennale dans ce style-là. Je ne parle pas non plus d'une planification qui se fait toute seule comme par magie et par le biais du marché. Il y a quand même 2-3 choses à pouvoir identifier comme allant se produire dans l'avenir et donc se préparer à ce qui va arriver. Et tout à l'heure, quand je disais, quand on décide de construire une école, pour prendre une décision relativement simple, quand on décide de construire une école dans un quartier donné, on le fait parce qu'on sait que la démographie évolue dans ce quartier-là, parce qu'on va construire des logements qui vont être des logements familiaux, etc. Donc on se dit, tiens, donc il faut une école. C'est ça qui se passe concrètement. Donc on planifie par ce biais-là. Eh bien, à l'échelle de notre pays, et peut-être même à l'échelle de l'Europe, on a aussi besoin de prendre en compte la régulation qu'évoquait Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire la définition de nombre, même si on ne s'y tient pas nécessairement, mais à peu près quand même de nombre. Donc ça, c'est l'aspect quantitatif. L'aspect qualitatif de compétences, de tranches d'âge, de toutes ces choses-là qui permettent de planifier sur la base des quantités et des qualités de ceux qui vont arriver, ceux qui naissent ici comme ceux qui arrivent d'ailleurs, et de planifier pour que toute la suite puisse bien se passer et que l'intégration se fasse. Et donc pour conclure, je voulais quand même insister sur cette idée de nation de citoyens, parce que je pense que c'est une des caractéristiques de ce pays. Alors je vous le dis à vous, vous le connaissez probablement depuis certains d'entre vous, avant même que moi je sois né, ou avant même que moi je m'en rende compte, mais en fait,
c'est quand même pas anodin que dans une époque où la question migratoire est mise en avant de manière aussi importante, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ici en Europe ou même dans d'autres pays. Si vous regardez qui gagne les élections en Inde, c'est aussi un parti d'extrême droite, aussi sur une question de citoyenneté. Alors pas nécessairement une question migratoire au sens strict, mais de citoyenneté. Or en France, on a un levier qui est miraculeux. Le laïc qui le dit, ça fait bizarre de dire miraculeux, mais miraculeux quand même, miracle laïque du coup. On a été conçu depuis la Révolution française comme étant une nation de citoyens, une nation civique, contrairement à des nations ethniques qui peuvent exister, etc. Une nation de citoyens. Et donc, je pense que depuis ce fameux décret de 1791, qui a fait que les Juifs sont devenus des citoyens comme les autres, validés par l'Assemblée constituante à l'époque et par le roi à l'époque, et ben, depuis, tous ceux qui arrivent dans ce pays ont la possibilité de devenir citoyens comme les autres. Grâce à ce fameux décret de 1791, on devrait en parler plus souvent d'ailleurs à l'école. Et donc à partir de là, je pense qu'on a un levier que d'autres États, d'autres nations n'ont pas la chance d'avoir. Ben, utilisons-le, faisons en sorte que ceux qui arrivent aient les moyens de s'intégrer, et c'est un effort dans les deux sens. C'est un effort dans les deux sens, alors j'essaye de faire vite, c'est un effort dans les 30 secondes, et donc c'est un effort dans les deux sens pour qu'on puisse tous, nous et ceux qui arrivent, faire l'effort nécessaire pour que cette République reste ce qu'elle est depuis 1789.